Bonsoir et merci de nous avoir rejoints sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Au Soudan, dernier jour de la trêve qui a débuté mardi, les combats se poursuivent et les deux camps s'accusent mutuellement de violer la trêve alors que des pourparlers sont prévus à Djouba, capitale du Soudan du Sud, pour la prolonger de 72 heures. C'est une sécheresse historique que connaît la Corne de l'Afrique depuis 40 ans. Un cri d'alerte lancé jeudi dans un rapport publié par le World Weather Attribution qui explique que la situation est liée au réchauffement climatique. Et en fin d'édition, nous irons à la découverte d'un musée géant au Mozambique. Le célèbre faubourg de Maputo est considéré comme le berceau de la culture mozambicaine de l'après-indépendance. Avec ses ruelles bordées de maisonnettes aux toits de tôle, le quartier figure désormais dans les guides de tourisme. La trêve aura été courte au Soudan, 72 heures avant que les combats ne reprennent. Dans le pays, des avions militaires survolent Khartoum, la capitale, et les troupes des deux généraux en guerre pour le pouvoir échangent des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde. Récit Mathieu Nicolas. 13e jour de combat au Soudan et toujours aucun signe d'accalmie. Jeudi, la capitale Khartoum et la région du Darfour étaient de nouveau le théâtre de violents combats entre les paramilitaires et l'armée, alors qu'un cessez-le-feu de 72 heures avait été obtenu mardi par Washington. Selon des témoins, des avions militaires survolent la banlieue nord de Khartoum, où les troupes des deux généraux en guerre pour le pouvoir échangent des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde. Sur ces images, dans une salle d'attente d'un hôpital de la capitale, on peut voir du sang partout sur le sol. Tous les hôpitaux sont fermés et nous travaillons toujours. L'entreprise tournait bien. Mais un obus est arrivé, comme vous pouvez le voir, et a explosé. Tous les patients qui étaient assis sur les sièges ont été blessés en dessous des genoux. Depuis le début du conflit, les nombreuses tentatives de trêve ont échoué. Mais mercredi soir, l'armée a annoncé avoir accepté d'envoyer un représentant à Djouba, la capitale du Soudan du Sud voisin, pour des pourparlers avec les FSR. Une idée à l'initiative de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. L'objectif est d'obtenir une prolongation de 72 heures du cessez-le-feu qui doit s'achever jeudi à minuit. J'ai apprécié et félicité l'engagement et le soutien constant du président Kiir aux efforts de médiation de l'IGAD. Et je suis convaincu qu'avec les efforts et le dévouement continu de l'Assemblée et de la communauté internationale, ils aideront à arrêter les combats et à désamorcer la situation. Le général Bourhan a dit accepter de discuter d'une prolongation de la trêve de 72 heures. Les paramilitaires n'ont de leur côté pas commenté cette initiative régionale. Si cette prolongation de cessez-le-feu est actée, de nombreux civils pourront quitter les zones de conflit et trouver abri loin des violences qui ont, selon un nouveau bilan, fait au moins 512 morts et plus de 4000 blessés. Et dans ce contexte, l'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Azali Assoumani, a appelé les deux généraux à cesser immédiatement les hostilités militaires, de respecter les vies des civils, citoyens et étrangers et de reprendre les négociations pour une sortie pacifique de la crise. Le président des Comores a relevé dans un communiqué qu'il suivait avec une très grande préoccupation à l'évolution de la situation dans le pays. Et l'autre risque qui pèse actuellement au Soudan, c'est l'occupation d'un laboratoire qui présente un risque biologique énorme puisqu'il contient des échantillons d'agents pathogènes très contagieux, dont la rougeole. Écoutez Tedros Ghebreyesus, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est préoccupée par l'occupation du laboratoire central de santé publique par l'une des parties au conflit. Les techniciens n'ont plus accès au laboratoire, ce qui signifie que le laboratoire n'est plus en mesure de remplir sa fonction normale de diagnostic et de référence. Nous craignons également que les personnes qui occupent le laboratoire ne soient accidentellement exposées aux agents pathogènes qui y sont stockés. Nouvelle vague de rapatriement du Soudan. La France a de nouveau procédé à l'évacuation de 398 personnes, dont 5 Français du Soudan via Djeddah. Annonce faite jeudi matin par le Quai d'Orsay dans un communiqué. Ces nouvelles évacuations ont été réalisées par voie maritime grâce au déploiement de la frégate Lorraine de la Marine nationale arrivée au Soudan mercredi.
La Corne de l'Afrique subit le pire épisode de sécheresse jamais enregistré depuis 40 ans. Une sécheresse historique liée au réchauffement climatique qui a fortement influencé la hausse des températures dans la région et qui conduit à un assèchement record des sols et des plantes selon un rapport publié jeudi par le World Weather Attribution. Mathieu Nicolas. L'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie ou encore le Kenya, tous subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. Dans cette région de la Corne de l'Afrique, cet épisode climatique désastreux est le résultat d'un manque de pluie et de forte chaleur causé par les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que démontre le rapport d'une étude scientifique du World Weather Attribution. Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu la sécheresse agricole dans la Corne de l'Afrique environ 100 fois plus probable qu'autrefois. Perte de récolte et de bétail, mauvaises conditions de pâturage, diminution de la disponibilité des eaux de surface, cette sécheresse inouïe entraîne des conséquences dramatiques et parfois même des conflits humains. Au moins 180 000 réfugiés de Somalie et du Soudan du Sud ont fui les régions frappées par la sécheresse. Le mois dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'était rendu dans un camp de réfugiés en Somalie et avait constaté la situation dramatique causée par la sécheresse et l'insécurité dans la région. Ce qui est dramatique, c'est 5 années consécutives de sécheresse. Les gens que j'ai rencontrés ont perdu leur bétail, leurs biens, ils ont tout perdu. Ainsi, cette combinaison de terrorisme et de sécheresse, causée en grande partie par le réchauffement climatique, crée une tempête parfaite pour le peuple somalien et nécessite un soutien massif. Ces 5 dernières années, les saisons des pluies déficitaires ont provoqué la mort de millions de têtes de bétail et détruit les récoltes. Selon l'ONU, 22 millions de personnes sont menacées par la faim en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le rapport du World Weather Attribution indique que la situation ne peut durer. Le besoin d'investir dans des stratégies d'adaptation dans ces pays de la Corne de l'Afrique n'a jamais été aussi d'actualité. En République du Congo, après Oyo dans le département de la Cuvette, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de l'usine de liquéfaction du gaz naturel du Congo dans le département de Pointe-Noire. Ce pas décisif vers la transition énergétique au Congo est un nouveau projet de développement incarné par la société pétrolière Deni qui exploitera les réserves de gaz du Congo. Reportage Louis-Marcel Satou. Le coup d'envoi des travaux de construction de cette usine s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Congo Gaz Naturel liquéfié. Après cette première unité, la réalisation d'une seconde est prévue à l'horizon 2025 avec des volumes d'exportation de gaz naturel liquéfié encore plus importants, ce qui permettra au Congo de réaliser l'objectif de zéro torchage de gaz de routine. Le projet Congo GNL aura une capacité globale de liquéfaction de 3 millions de tonnes par an, soit 4,5 milliards de mètres cubes par an. Le contenu local est au cœur du projet. Le projet Congo GNL permettra l'utilisation au Congo des technologies les plus avancées pour la production de GNL, la formation des jeunes ingénieurs congolais et le développement d'entreprises locales. Le projet générera un impact positif important pour le pays ainsi que la création de nouveaux emplois et opportunités pour les entreprises locales. Congo GNL envisage d'être le premier projet exportateur de gaz naturel liquéfié du Congo et devrait ainsi fournir des ressources gazières supplémentaires au marché mondial, autant qu'il devra contribuer à répondre aux besoins énergétiques domestiques dans cette transition énergétique. La production de gaz naturel liquéfié dans notre pays nous permettra également de répondre plus efficacement et de façon accélérée à nos besoins intérieurs en énergie grâce à la conversion du gaz en électricité au bénéfice de nos industries minières, forestières, ainsi que la diffusion plus large du gaz domestique pour nos populations. Le projet verra l'installation de 2 usines flottantes de liquéfaction de gaz naturel sur les champs de Néné et Litienzili déjà en production et sur les champs encore à développer.
Au Cameroun, les préparatifs de la 137e édition de la Fête internationale du travail vont bon train au ministère des Finances publiques. Les activités relatives ont été lancées ce mardi à Yaoundé par une campagne de dépistage de certaines maladies telles que le diabète, le VIH, l'hypertension artérielle et les hépatites. Reportage Gaël Jacam, Pierre Parfait-Nongo et Cyril Guijoy. Le train de la Fête internationale du travail édition 2023 a officiellement quitté la gare ce mardi au ministère des Finances. À son bord, le personnel des directions générales du budget, des impôts et des douanes de ce département ministériel qui, pour cette 137e édition, ont mis l'accent sur leur santé. Ce pan de la prise en charge du personnel du ministère des Finances en termes de santé est un élément très essentiel et qui tient particulièrement au ministre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chaque année, il permet que son personnel puisse bénéficier gratuitement des soins de tout genre, afin qu'on ait un meilleur rendement. Par les soins d'une équipe médicale hautement qualifiée, les patients sont dépistés au diabète, au VIH-Sida, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérolémie et aux hépatites virales B et C. Les hépatites virales en général restent dormantes pendant de nombreuses années, d'où l'importance du dépistage. Il y a des patients qui restent une dizaine d'années, une quinzaine d'années avec des hépatites virales sans avoir de manifestations. C'est pourquoi le dépistage est très important. Maintenant, lorsque la maladie est active chez un patient, on peut avoir des asthénies, le manque d'appétit, les muqueuses, c'est-à-dire la paume des mains, les plantes des pieds qui vont devenir jaunes. On va voir la coloration des yeux qui va devenir jaune. Tout commence ici par la prise des paramètres, notamment le poids, la glycémie et la tension, avant de se diriger vers les spécialistes pour un bilan de santé. Un exercice de routine auquel ils s'y prêtent avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance. C'est une activité que je pratique presque chaque mois. Je suis calme, je suis déjà préparée à tout. Au cas où c'est positif, je crois qu'ils ont pris des dispositions. C'est mieux de savoir si on est en santé ou bien on est malade, c'est mieux qu'on le sache. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu. Je suis sereine, hein. Je n'ai pas d'inquiétude de toutes les façons. C'est juste une précaution. Au bout d'une vingtaine de minutes, les résultats sont disponibles et communiqués aux patients. En cas de positivité, le malade est immédiatement mis sous traitement, mais au cas contraire, il est simplement appelé à recevoir son vaccin contre l'hépatite B. Il est important de se faire vacciner parce que déjà l'hépatite c'est une maladie qui se contamine très facilement, qui se répand très rapidement aussi. Quand vous êtes vacciné, vous avez 80% de chances de ne pas attraper la maladie. Nous conseillons 3 doses et après une 4e dose comme dose booster. Et là, c'est à vie. La campagne de dépistage entamée au ministère des Finances s'achève demain mercredi. Avis donc aux retardataires, la santé n'ayant pas de prix, il faut en prendre soin chaque jour, car une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisée par Noël Ndong, Ahmed Chignou et Mathieu Nicolas. Au Tchad, le futur référendum constitutionnel examiné et adopté le 24 avril lors d'un conseil des ministres extraordinaire divise. Il confie l'organisation et la supervision du scrutin, prévu le 19 novembre 2023, à la CONOREC, la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Mais la composition de la CONOREC passe mal auprès d'un grand nombre de représentants politiques. En cause, la surreprésentation des partisans du régime de transition, notamment le MPS et l'UNDR de Saleh Kebzabo au sein de la commission et la mise à l'écart de la société civile. Ces derniers sont accusés de vouloir imposer leur choix qui est celui d'un État unitaire. Face à cette situation, plusieurs organisations de la société civile qui militent pour la fédération entendent sensibiliser les populations à cet effet. Le Kremlin dit ce jeudi saluer toute initiative visant à se rapprocher de la fin du conflit en Ukraine, tout en permettant à Moscou d'atteindre ses objectifs au lendemain d'une conversation téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue chinois Xi Jinping. La Chine a présenté fin février une initiative en vue de mettre fin au conflit russo-ukrainien, mais celle-ci resterait vague et théorique, Pékin insistant sur des principes contradictoires comme le respect de l'intégrité territoriale des États
et donc de l'Ukraine, et la défense des intérêts diplomatiques et sécuritaires de la Russie, une certaine neutralité face au conflit en Ukraine. Alors que l'opération Wambushu patine sur le plan migratoire, une opération de démolition d'un petit bidonville a eu lieu ce jeudi à Longoni, dans le nord de Mayotte, pour libérer le chantier de construction d'un lycée. Concernant l'opération Wambushu, qui multiplie les revers quelques jours après son lancement, le préfet a évoqué des opérations qui dureront jusqu'à fin 2024 pour remplir les objectifs prioritaires donnés par le gouvernement, à savoir l'éradication des bidonvilles à Mayotte pour proposer un habitat digne aux Mahorais. Retour en France, mercredi, la Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé sa feuille de route. Elle entend renouer le dialogue avec les organisations syndicales dès le début du mois de mai. Une feuille de route qui peine à convaincre dans les rangs de l'opposition. Écoutez François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains. Ce qui m'a frappé dans l'intervention d'Elisabeth Borne hier, c'est que, au fond, on a le sentiment qu'elle n'y croit plus, qu'elle n'y croit pas, que ceux qui l'écoutent n'y croient pas non plus, que les commentateurs n'y croient pas non plus, que finalement plus personne n'y croit, même son gouvernement, l'opposition n'y croit plus. Et en réalité, le moment que nous vivons, et pour être très honnête, bien au-delà de la personnalité d'Elisabeth Borne, le symptôme du vide que la politique traverse aujourd'hui, de ce vide sidéral où plus personne ne dit rien. Quel étrange mélange d'annonces qui a été fait hier entre des choses qui paraissent complètement décalées, d'autres parfaitement incompréhensibles par le commun des mortels. Qu'est-ce que ça veut dire un pacte social pour repenser le travail, qu'est-ce que ça veut dire une border force, et puis des choses qui paraissent totalement anecdotiques au regard des défis que le pays traverse aujourd'hui. Le comité interministériel du vélo, voilà, on fera du vélo jusqu'à l'effondrement du pays, ou alors la fête de la nature. Nouvel accueil musclé d'Emmanuel Macron dans le Doubs ce jeudi. Environ 200 personnes étaient présentes pour un concert de casseroles avant de rendre hommage à Toussaint Louverture lors de la cérémonie du 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Emmanuel Macron s'est rendu sur le marché de Dole, multipliant ainsi les visites de terrain. Le président a salué la mémoire d'un homme parti de rien et défiant le monde au parcours extraordinaire. Mais avant cet hommage, Emmanuel Macron a été interrogé sur plusieurs sujets comme l'inflation, les médecins spécialistes ou encore le salaire des grands PDG. On l'écoute. Héros français, en son exemple universel, Toussaint Louverture appartient aussi au monde. Inspirateur des abolitionnistes américains, des luttes anticoloniales, soleil noir des indépendances et des révolutions. La grande leçon de Toussaint Louverture, enfin, et que l'aspiration des peuples à devenir une nation libre et indépendante, donc souveraine, finit toujours par s'imposer. Qu'elle défait un jour ou l'autre les armées d'invasion et d'occupation. Ainsi, Toussaint Bréda était devenu Toussaint Louverture. Et avant de nous quitter, partons au Mozambique. Le célèbre faubourg de Maputo est considéré comme le berceau de la culture mozambicaine de l'après-indépendance. Avec ses ruelles bordées de maisonnettes aux toits de tôle, le quartier figure désormais dans les guides de tourisme et se veut comme un musée vivant. Reportage. Une mer de tôle quadrillée de ruelles défoncées. Mafalala est le plus célèbre faubourg de Maputo. C'est d'ici qu'est monté le souffle de la révolution contre l'occupant portugais dans les années 60. C'est ici que s'est forgée la culture mozambicaine de l'après-indépendance. Mafalala a vu naître le premier président du pays, Samora Machel, le grand poète lusophone, José Craveirinha, et la légende du football, Eusébio. Un lieu exceptionnel par son héritage et depuis toujours un lieu de passage et de métissage. Mais un demi-siècle bientôt après l'indépendance du Mozambique, le faubourg de Mafalala ne serait-il pas en train de perdre son âme? C'est ce que redoute ce rappeur qui a dédié un hymne à son quartier. Logo no primeiro disco recebemos muito love, a influência dessa mês é mesmo muito forte. La quarantaine passée, il se souvient avec nostalgie d'une époque où les plus jeunes rivalisaient ici de créativité. À cause de la pauvreté, ils ne pensent plus à faire de la musique. Ou s'ils commencent, ils vont rapidement abandonner parce qu'ils ont d'autres priorités. Autrefois, Mafalala était un lieu réputé de création musicale.
creation of music. Difficile en effet pour les artistes d'émerger dans un pays classé parmi les plus pauvres et inégalitaires au monde, où de nombreux habitants ne vivent que grâce à l'économie informelle. Pour sauvegarder donc un héritage culturel en danger, un musée a vu le jour en 2019 à Mafalala. Y sont exposées une guitare artisanale jouée par les premiers musiciens de Marabenta, le rythme national, ou un ballon de football en chiffon comme celui qu'utilisait Eusebio. Mais le plus important n'est pas là. Ce lieu se veut avant tout un centre culturel pour la jeunesse, pour que les enfants de Mafalala sachent d'où ils viennent et en soient fiers. Mafalala, en tant que quartier, est en fait comme un musée vivant. Et nous avons commencé à y organiser des visites à pied, en expliquant et en interprétant les divers héritages que nous avons à Mafalala, pour nous assurer que les gens sont au courant de l'importance de l'histoire et de la culture de leur quartier. Après des études à l'étranger, cet enfant de Mafalala est vite revenu arpenter les ruelles où il avait grandi. Et pour le musée qu'il a fondé, pas question d'imaginer autre chose qu'un toit de tôle, comme celle que ses parents n'ont jamais voulu changer chez eux, parce qu'elles font partie de leur histoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.